Je suis très heureux de vous présenter le docteur Giuseppe Citerio de Monza qui va nous présenter la question de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais vous parler aujourd'hui de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Pendant les 20 minutes qui viennent, nous allons donc explorer les pathologies, les complications de ce type d'hémorragie et comment peut-on prendre en charge ces complications. Lorsque l'on parle d'un AVC, on sait que en général il y a l'hémorragie subarachnoïdienne qui représente une part importante, à peu près un tiers. Pour les adultes qui n'ont pas de facteurs de risque spécifiques, la prévalence est de 2,3% de la population en général. Donc, c'est un état relativement fréquent. Si vous pensez maintenant au vaisseau, dans l'espace sous-arachnoïdal, si vous regardez ici les tubercules, vous voyez les vaisseaux dans cet espace et dans certaines conditions, et même dans le cas de certaines prédispositions, un patient peut voir donc le développement d'un anévrisme avant la bifurcation des vaisseaux. Et cet anévrisme, avec la pression du débit, augmente de volume et parfois éclate. Et à ce moment-là, cela entraîne un saignement dans cet espace et ce saignement a une incidence de 9 personnes sur 100 000 personnes par an. Si l'on pense à Paris, par exemple, il s'agit de 300 cas par an dans la ville de Paris, en excluant bien sûr les touristes. Donc, ce type de saignement est grave parce que le patient souffre de maux de tête considérables qu'il n'a jamais connus auparavant et donc tout de suite on pense à une ischémie. Il s'agit d'une condition hémorragique avec beaucoup de complications ischémiques. Et la première concerne le fait qu'il y a le débit. Si vous regardez la pression intracrânienne, aux alentours de 80. Ensuite, cette pression intracrânienne augmente et la pression de perfusion à l'intérieur du crâne est très basse. Donc, le patient, en général, perd conscience à ce stade-là. Mais après le saignement s'arrête pratiquement instantanément car il y a vasoconstriction et il y a en fait une extravasation des plaquettes. Et donc ce saignement s'arrête pratiquement immédiatement. Si vous regardez l'échographie, vous voyez ici l'espace où il y a eu l'anévrisme. Il y a parfois un hématome donc sous-dural dans certains emplacements et nous nous trouvons parfois face à ce saignement à l'intérieur des ventricules. Si l'on parle de la phase précoce, nous avons un certain nombre d'effets mécaniques qui proviennent de cette rupture d'anévrisme, une destruction du tissu cérébral, un effet de masse et une hydrocéphalie. Et puis nous avons également immédiatement un état ischémique. Le débit sanguin cérébral baisse en raison de la pression intracrânienne et, comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons une vasoconstriction vasculaire avec le saignement dont il y a un état ischémique. Et si je peux aller de l'avant, eh bien, ces effets mécaniques et cette ischémie globale aiguë entraînent un certain nombre de choses, une lésion cérébrale, entre autres. Et si vous regardez ces lésions cérébrales, il y a un grand nombre de changements qui surviennent après le saignement. Il y a une activation de l'inflammation parce que le sang va dans cet espace sous-dural qui, en général, où il n'est pas en général présent, il entraîne un stress oxydatif, il entraîne une hypoxie du fait du débit faible et puis, dans des cas très extrêmes, on peut avoir une mort cellulaire. Et on peut avoir aussi un œdème de la lame basale et une détérioration de la lame basale.
Donc, tout cela s'appelle donc la lésion cérébrale précoce qui arrive juste après le saignement. Et si l'on regarde maintenant la barrière hémato-encéphalique, eh bien, on voit qu'il y a une barrière qui est beaucoup plus ouverte due à l'activation des plaquettes. Et cette barrière hémato-encéphalique n'est plus aussi compétente que dans un état normal. Autre chose qui survient également, juste après, ou presque immédiatement après le saignement, c'est que les neurones et les astrocytes, en fait, changent de taille. Il est difficile de maintenir la différence normale entre les différentes cellules, à peu près 70 millimoles. On s'aperçoit ici qu'il y a des difficultés au niveau du débit des électrolytes et on a une situation très différente de la normale. Le problème est que, en fait, lorsqu'il y a une stimulation, une excitation des neurones, par exemple, on peut voir par rapport à un état normal qu'il y a un œdème des neurones. C'est ce que l'on appelle la dépression corticale. Et cette stimulation, dans ces états-là, entraîne une chute du débit. Et le débit n'est plus suffisant pour maintenir et pour répondre aux besoins des cellules. Si vous regardez au niveau microvasculaire, en raison de cette dépression corticale, eh bien, vous avez une réduction du débit. Il y a donc d'autres états ischémiques potentiels aussi, d'autres variations cellulaires, le stress oxydatif, des inflammations, on le verra à partir de ce saignement. Mais après, il y a une tentative de réaction de la part du patient avec une augmentation des catécholamines pour maintenir la pression de perfusion. Et on voit un petit peu plus tard que cette réaction de Cushing entraîne une hypertension artérielle, parce qu'il peut y avoir aussi des dommages extracrâniens. On y viendra plus tard. Dans la toute première phase, après cette hausse de la pression, le saignement s'arrête et il y a un certain nombre de problèmes, de complications. Il peut y avoir, dans les cas extrêmes, le décès du patient, où on peut avoir, bien sûr, à l'inverse, une normalisation de la pression. Donc, il nous s'agit de traiter ces patients qui arrivent en réanimation. C'est à nous de gérer les complications à la fois intracrâniennes et extracrâniennes. Voici une liste des deux types de complications. Nous allons y revenir plus en détail. Nous avons recueilli un certain nombre de données sur la prise en charge de ces complications. Vous pouvez télécharger ces deux articles. Il y a un consensus. Il y a eu une conférence de consensus de la part de la fédération, de l'association américaine. Il y a un certain nombre d'articles, 21 articles qui ont été publiés, qui ont été examinés depuis 2011, en examinant toutes les données depuis 2011. Alors, en ce qui concerne les complications intracrâniennes, bien entendu, je n'aurai pas le temps de parler de toutes. Il y a la reprise des saignements, mais je ne m'arrêterai pas dessus. Il y en a un certain nombre d'autres. Et si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, en fait, au moment du saignement, dans les cas les plus graves, il y a un saignement plus important et ce saignement plus important est en général lié à une forte pression intracrânienne. Si vous regardez la population de patients ici qui vient de Philadelphie, si l'on regarde ici selon les scores, on voit que dans tous les cas, il y avait une hausse de cette pression intracrânienne. Cette hausse provient de deux éléments. D'abord, une augmentation immédiate de la pression due à la rupture d'anévrisme avant que le patient n'arrive à l'hôpital.
le problème parfois peut être déjà résolu, sauf dans les cas les plus graves. Et puis, il y a aussi une hausse de cette pression intracrânienne au cours de la phase plus stable, en réanimation, avec une hydrocéphalie obstructive, des hématomes. On a vu tout à l'heure, en parlant de l'ischémie, qu'il y avait un lien étroit entre l'ischémie et cette hémorragie subarachnoïdienne. Dans certains cas, il y a des troubles et il y a un édème cérébral et parfois un infarctus cérébral. Si vous le regardez, justement, la pathogénèse de l'hydrocéphalie, nous avons un volume normal, un saignement, une obstruction du débit du liquide céphalorachidien, parce que normalement, le liquide ne peut pas donc circuler normalement puisqu'il y a obstruction. Et ce liquide céphalorachidien ne peut pas circuler normalement. Donc, cela entraîne une augmentation de la pression intracrânienne et tout cela pourrait être résolu par des cathéters. Et c'est donc la stratégie que nous utilisons, c'est-à-dire que si le patient n'est pas sous benzomazole, à ce moment-là, chez les patients comateux, ou si l'hydrocéphalie est aiguë, à ce moment-là, on recourt à un drainage ventriculaire externe. Mais il faut définir le traitement, le drainage de liquide céphalorachidien. Mais donc, on contrôle la pression toutes les 15 minutes. Si, en fait, la pression se maintient à un niveau élevé, on maintient ce drainage extraventriculaire ouvert et on utilise aussi un dispositif intraparenchymateux. Nous avons dit qu'il y avait un lien étroit entre le saignement et cette complication intracrânienne, le vasospasme cérébral. Ici, vous avez cette constriction des vaisseaux que l'on appelle le vasospasme. C'est quelque chose que l'on voit chez la plupart des patients, 60-70% d'entre eux, avec un rétrécissement des vaisseaux. Pas pour tous. Ils n'auront pas toujours un vasospasme symptomatique. Mais on constate cette réduction dans la taille, dans le calibre des vaisseaux. Le sang dans cet espace subarachnoïdal entraîne ces effets qui sont très importants puisqu'il y a une baisse du débit et ce que l'on appelle un déficit neurologique ischémique retardé. Alors, ici, le principal essentiel, c'est que vous avez certaines cellules qui sont activées et vous avez certains effets d'inflammation. On a parlé d'un certain nombre de l'endothéline 1, par exemple, mais nous avons eu un certain nombre d'essais qui ont été faits, mais qui n'ont pas réussi. Nous n'avons pas de traitement pour résoudre cette réponse pathologique. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il s'agit de monitorer cet état et avec un examen clinique, avec un cathéter, par exemple, il est possible de regarder ce qu'il en est et si vous avez juste une raison d'être alarmé, à ce moment-là, on peut réaliser un CT scan et une perfusion CT. Si l'on procède à ce type de perfusion, lorsque les signes neurologiques apparaissent, et c'est là une étude récente, une revue systématique de cela, eh bien, la réduction du débit sanguin dans les deux hémisphères peut baisser donc à 15 ml pour 100 grammes, vous voyez que c'est une différence moyenne à laquelle on peut s'attendre. Lorsque le patient a un vasospasme sévère, vous vous trouverez dans ce type de situation. Donc, chez les patients les plus graves, avec un CT scan,
et l'angiographie, on peut voir tout cela et procéder au traitement. Mais il faut suivre cela de très près, comme je l'ai dit, et il faut réagir. Au départ, on avait tendance à réduire la pression avec une thérapie triple H, c'est-à-dire triple H, hypotension, hypertension, hypervolémie et hémodilution. Mais en fait, la tension oxygénique dans le cerveau varie selon les moments. Donc, l'hypertension seule peut augmenter la viabilité de l'oxygène. Avec l'hémodilution, non, cela la réduit au contraire. Donc, il est recommandé de préconiser plutôt l'hypertension. Et les recommandations que nous avons écrites avec l'Association américaine préconisent justement d'essayer de tester une hypertension induite. Il faut utiliser pour cela des vasoconstricteurs. Bon, je n'ai pas le temps d'aller plus en détail. Maintenant, pour les 5 dernières minutes, je voudrais étudier les complications extracrâniennes. Et là, il y a un certain nombre de concepts parce que nous avons une réponse de la part du patient. Nous avons une stimulation alpha ou bêta. Alpha, eh bien, avec une stimulation alpha, on a une vasoconstriction périphérique ou une vasoconstriction pulmonaire. Le patient peut connaître, dans les cas les plus graves, un œdème pulmonaire neurogénique. C'est moins courant que par le passé, mais c'est encore présent. Et nous avons aussi la stimulation bêta qui, elle, augmente la contraction du myocarde. Et là, on peut avoir ce que l'on appelle la nécrose de la bande myocardiaque. Si l'on regarde par le passé, on sait que les électrocardiogrammes sont assez présents. S'il y a un saignement pendant le séjour à l'hôpital, on voit qu'il y a une modification au niveau du segment ST qui va revenir à son niveau de base après un certain temps. Et on voit que il peut y avoir aussi une concentration d'adrénaline ou de noradrénaline qui est trop élevée. Et si l'on regarde les aspects histologiques, on voit qu'il y a des bandes de nécrose qui sont dues à une contraction maximale, due à la forte concentration de catécholamine. Et tout cela est lié à la gravité, à la sévérité des différents cas. Il y a donc une libération des troponines. Et si vous regardez par échocardiographie, vous voyez qu'il y a une augmentation des anomalies au niveau de la paroi. Alors, il y a, disons, un éventail assez vaste. Chez pratiquement tous les patients, vous allez voir des anomalies. Et ce n'est que chez très peu de patients que vous aurez un dysfonctionnement grave du ventricule gauche. Et puis, entre les deux extrêmes, vous avez un certain nombre d'autres états. Et pour terminer ma présentation très rapidement, parce que je suis obligée de sauter un grand nombre de transparents, malheureusement, mais donc nous avons cette HSA, nous avons ici le ballonnement de l'apex parce qu'il n'y a pas une bonne contraction du cœur et dans cet état, en fait, on arrive à résoudre cette situation au bout d'une semaine. Nous avons donc l'habitude de traiter des patients qui ont une insuffisance cardiaque, mais ici, il faut à la fois traiter le cœur d'un côté, mais aussi la perfusion cérébrale du patient. Donc, il y a deux choses à faire et il faut trouver un bon équilibre pour éviter ce risque ischémique dont je parlais. Ici, dans ce cas, je tiens à insister sur l'utilisation, enfin sur les monitorages invasifs. On peut utiliser n'importe quel type de dispositif pour suivre ces patients. Comme vous le voyez ici, l'index cardiaque est lié au stress. Plus le patient est stressé, plus l'index cardiaque va être élevé. Donc, c'est un index qui est très exposé au stress. Il faut aussi contrôler de très près le volume moléculaire et puis je dois dire aussi qu'il peut y avoir aussi des complications au niveau pulmonaire. Il y a parfois des troubles de l'oxygénation, plus de 30% des patients ont cela. Et là, on peut appliquer un certain nombre de concepts qu'on utilise dans notre pratique clinique
Ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement documentées, mais que l'on utilise beaucoup dans notre population de patients. Il s'agit d'abord, bon, bien sûr, on ne peut pas examiner l'aspect du CO2 parce qu'on ne veut pas de CO2 élevé, parce qu'un CO2 élevé implique une forte pression intracrânienne. Donc, oxygénation, neurocapnie et PEP pour gérer la pression intracrânienne. Et pour en arriver à la fin de cette présentation, il peut y avoir aussi d'autres complications extracrâniennes, la fièvre, un syndrome d'inflammation systémique. La fièvre vient de l'inflammation dans cette population de patients. Donc, on a des médiateurs d'infection dans le liquide céphalorachidien, entre autres. Donc, il y a un risque relatif de résultats médiocres lorsqu'il y a de la fièvre. Chez un patient avec une compliance cérébrale normale, on peut compenser cela. Mais si la compliance est réduite, à ce moment-là, il faut augmenter le débit sanguin chez